Bonjour. Quelle ville m'écoute en ce moment? Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse? Écrivez-le dans les commentaires. Je veux savoir d'où vous regardez cette histoire terrifiante. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous immédiatement parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une fiction. Ce n'est pas une légende urbaine. C'est une histoire vraie, documentée dans les archives officielles de Bordeaux, qui s'est passée en 1878. Une histoire de poison, de trahison, de meurtre caché derrière l'élégance d'un château viticole. Une histoire que personne n'ose raconter, mais que vous devez absolument connaître. Alors activez les notifications, mettez un like si vous êtes prêt à découvrir l'un des secrets les plus sombres de l'histoire française, et surtout, restez jusqu'à la fin, parce que la vérité sur le château Rousselot est bien plus terrifiante que tout ce que vous pouvez imaginer. Commençons. Bordeaux, 1878. L'une des régions viticoles les plus prestigieuses du monde, ses collines verdoyantes, ses châteaux centenaires, ses vins réputés dans toute l'Europe. Mais derrière cette élégance se cachait quelque chose que personne n'osait nommer. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende. Ce sont des faits documentés dans les archives municipales de Bordeaux, dans les registres de police, dans les lettres privées conservées par les descendants de ceux qui ont vécu ces événements. Cette histoire commence par une disparition, puis une autre, et encore une autre. 15 septembre 1878. Un matin brumeux comme tous les autres dans le Médoc. Les vendangeurs arrivent au château Rousselot avant l'aube, comme ils le font depuis des décennies. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Pierre Dufour, contremaître du domaine depuis 23 ans, remarque immédiatement l'absence de 3 ouvriers saisonniers. Ce n'est pas inhabituel, les vendangeurs sont souvent des hommes instables, des voyageurs. Mais ce qui suit, c'est inhabituel. 3 hommes disparus. Marcel Fontaine, 34 ans. Jean-Baptiste Mercier, 41 ans. Auguste Lebrun, 29 ans. Vus pour la dernière fois au château Rousselot dans la soirée du 14 septembre. Les recherches commencent. On fouille les vignes, les bois environnants, les rives de la Garonne. Rien, comme s'ils s'étaient évaporés dans la nuit bordelaise. Mais ce n'était que le début, car au château Rousselot, la famille qui régnait sur ces terres depuis près d'un siècle gardait un secret que même leurs propres domestiques ignoraient. Henri Rousselot, 58 ans, patriarche du domaine, ancien négociant qui a bâti sa fortune sur le commerce du vin pendant les années 1840. Un homme respecté, craint même, connu pour sa rigueur et son tempérament glacial. Ses yeux gris acier ne sillaient jamais lors des négociations. On racontait dans les cercles des négociants de Bordeaux qu'il avait ruiné 3 concurrents sans jamais élever la voix. Sa femme, Marguerite, 52 ans. Une femme de la bourgeoisie bordelaise, issue de la famille Arnaud, connue pour son commerce de textiles. Discrète, presque invisible dans les événements sociaux. Les domestiques racontaient qu'elle passait des heures seule dans la bibliothèque du château, lisant des ouvrages de médecine et de chimie, ce qui était considéré étrange pour une femme de son rang à cette époque, et leur fils unique, Édouard, 28 ans, formé à Paris en œnologie à l'École nationale d'agriculture de Grignon, il était destiné à reprendre le domaine. Grand, mince, avec les mêmes yeux gris que son père, mais sans la même assurance. Ceux qui le connaissaient notèrent quelque chose d'étrange dans son comportement. Une nervosité constante, un regard fuyant, des mains qui tremblaient légèrement quand on lui posait certaines questions sur les méthodes de production du château. 23 septembre 1878, une semaine après les disparitions. Quelque chose d'autre se produit, quelque chose que les autorités tenteront de minimiser. Le château Rousselot organise sa dégustation annuelle, un événement prestigieux qui attire les négociants et collectionneurs de toute la région. 72 invités. Un banquet somptueux dans le grand salon aux boiseries dorées, sous les lustres en cristal de baccarat. Et le nouveau millésime 1877, présenté en grande pompe par Henri Rousselot lui-même. Le salon était décoré avec un luxe caractéristique de l'époque, tenture de velours bordeaux, portraits de famille dans des cadres dorés, une cheminée en marbre italien où brûlait un feu malgré la douceur de la soirée de septembre. Les invités, vêtus de leurs plus beaux habits, redingotes noires pour les hommes, robes de soie pour les dames, circulaient entre les tables chargées de mets raffinés. Henri Rousselot se tenait au centre du salon, tenant un verre de son précieux millésime 1877. Sa voix résonnait avec autorité. « Mesdames, messieurs, ce vin représente 3 générations de savoir-faire, de passion,
de dévouement à l'excellence. Chaque goutte porte en elle l'essence de notre terroir, la noblesse de nos vignes centenaires. Les verres se levèrent. Les invités portèrent un toast. Le vin coula dans les gorges. Un médoc profond, complexe, avec des notes de cassis et de chêne fumé. Certains connaisseurs fermèrent les yeux pour mieux apprécier. D'autres hochèrent la tête avec approbation. 3 heures plus tard, le cauchemar commença. D'abord, ce fut Madame Durand, épouse d'un important négociant de Pauillac, qui porta la main à son front. Son visage était devenu d'une pâleur inquiétante. Puis Monsieur Leblanc, collectionneur de Libourne, se leva brusquement, renversant sa chaise. Ses mains tremblaient violemment. En quelques minutes, 22 personnes présentaient les mêmes symptômes. Vomissements, sueur froide. Certains parlèrent de visions étranges, de formes qui dansaient dans leur champ de vision. Monsieur Ferrand, banquier réputé, hurlait qu'il voyait les murs se refermer sur lui. Le chaos s'installa. Les domestiques coururent chercher des médecins. Des fiacres furent appelés d'urgence. 5 personnes, dont l'état était critique, furent transportées à l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Le docteur Antoine Bertrand, médecin de garde cette nuit-là, consigna dans son registre 23 septembre 1878, 22h30. Admission de 5 patients présentant des symptômes d'intoxication sévère. Hypothèse, intoxication alimentaire ou alcoolique. Les patients rapportent tous avoir consommé du vin du château Rousselot. Symptômes, vomissements violents, hallucinations visuelles, tachycardie, transpiration excessive, désorientation. Traitement, lavage gastrique, surveillance constante. Le scandale éclata le lendemain matin. Les journaux s'emparèrent de l'affaire avec une rapidité étonnante. Le château Rousselot, symbole de prestige et de tradition, devenait du jour au lendemain synonyme de danger et de mystère. La Petite Gironde, principal journal de Bordeaux, titrait en première page, le 25 septembre 1878, « Le vin empoisonné de Rousselot, 22 victimes, enquête en cours ». L'article détaillait les événements de la soirée, citant des témoins anonymes qui parlaient d'un vin au goût étrange et d'une atmosphère tendue au château. Henri Rousselot convoqua immédiatement une conférence de presse dans le grand salon du château. Debout devant une assemblée de journalistes et de représentants des autorités, il nia fermement toute responsabilité. Sa voix était contrôlée, mais ses mains serrèrent le dossier d'une chaise avec une force qui blanchissait ses jointures. « Messieurs de la presse, cette affaire est un complot visant à détruire la réputation que ma famille a mis près d'un siècle à construire. Nous soupçonnons un acte de sabotage, probablement orchestré par des domaines concurrents jaloux de notre succès. Nos méthodes de production sont irréprochables. Chaque étape est contrôlée avec le plus grand soin. Nous exigeons une enquête approfondie qui révélera la vérité et confondra les coupables. » Mais l'inspecteur François Raveau, qui assistait à cette déclaration depuis le fond de la salle, n'était pas convaincu. Ses yeux bruns observaient attentivement chaque geste, chaque expression du visage de Henri Rousselot. Et ce qu'il voyait ne correspondait pas au discours. François Raveau, 44 ans, 20 ans de service dans la police de Bordeaux. Un homme méthodique, obstiné, qui ne lâchait jamais une affaire avant de trouver la vérité. Fils d'un ouvrier des chantiers navals, il avait gravi les échelons grâce à son intelligence et sa ténacité. Il avait résolu l'affaire du trafic d'opium du port en 1873, démantelé un réseau de faussaires en 1875. Il avait une réputation. Quand Raveau prenait une affaire, il la menait jusqu'au bout, quelles que soient les pressions politiques ou sociales. Grand avec une moustache noire soigneusement taillée selon la mode de l'époque, il portait toujours le même costume sombre et le même chapeau melon. Certains collègues le trouvaient trop rigide, trop obsessionnel. Mais personne ne pouvait nier ses résultats. Ce jour-là, en observant Henri Rousselot, Raveau nota plusieurs détails troublants. Les yeux du patriarche se déplaçaient constamment vers la porte du fond, comme s'il surveillait quelqu'un. Édouard, le fils, se tenait en retrait, les bras croisés, le visage fermé. Marguerite, l'épouse, était absente, ce qui était étrange pour une occasion aussi importante. Après la conférence de presse, Raveau s'approcha discrètement d'Édouard. Le jeune homme sursauta quand l'inspecteur posa une main sur son épaule. « Monsieur Rousselot, j'aimerais vous poser quelques questions concernant les méthodes de production de votre domaine. » Le visage d'Édouard devint encore plus pâle. « Mon père s'occupe de tout. Je ne suis qu'un assistant. » Un assistant diplômé de la meilleure école d'œnologie de France? Raveau sourit légèrement. « Allons, monsieur, ne me sous-estimez pas. Je sais que vous supervisez personnellement la production depuis votre retour de Paris en 1873.
Édouard déglutit avec difficulté. Ses mains tremblaient, visiblement. « Inspecteur, je vous assure que nos méthodes sont traditionnelles. Nous utilisons les mêmes techniques que tous les grands châteaux du Médoc. » « Vraiment ?» Raveau sortit un petit carnet de sa poche. « Alors comment expliquez-vous que 22 personnes soient tombées malades après avoir bu votre vin? Et comment expliquez-vous la disparition de 3 ouvriers exactement une semaine avant cet incident ?» Édouard ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. À cet instant, Henri Rousselot traversa le salon d'un pas rapide et s'interposa entre son fils et l'inspecteur. « Monsieur Raveau, si vous souhaitez interroger mon fils, vous devrez le faire en présence de notre avocat. » Édouard est bouleversé par ces événements, comme nous tous. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons beaucoup à faire. Raveau hocha la tête lentement, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Henri Rousselot. « Bien sûr, monsieur, mais sachez que cette enquête ne fait que commencer, et je découvrirai la vérité, quoi qu'il m'en coûte. » Cette nuit-là, Raveau ne rentra pas chez lui. Il resta à son bureau de la préfecture de police, rue du Palais Gallien, entouré de documents, de rapports médicaux, de coupures de presse. Il établit une chronologie détaillée. 14 septembre, soir, disparition de 3 ouvriers au château Rousselot. 15-22 septembre, aucun événement notable signalé. 23 septembre, soir, intoxication de 22 personnes lors de la dégustation au château. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Pourquoi les ouvriers avaient-ils disparu exactement une semaine avant? Était-ce une coïncidence? Raveau ne croyait pas aux coïncidences. À 2 heures du matin, un policier de garde frappa à sa porte. « Inspecteur, il y a un homme qui demande à vous voir. Il dit que c'est urgent, que ça concerne l'affaire Rousselot. Faites-le entrer. » L'homme qui entra était petit, maigre, avec des vêtements sales et un regard effrayé. Il portait la casquette caractéristique des ouvriers agricoles. « Inspecteur Raveau ?» Sa voix était à peine audible. « Je m'appelle Thomas Girard. Je travaillais au château Rousselot jusqu'à il y a 2 jours. J'ai des choses à vous dire. Des choses terribles. » Raveau se leva immédiatement, ferma la porte de son bureau et tira les rideaux. Il versa un verre d'eau pour Thomas Girard, dont les mains tremblaient tellement qu'il renversa la moitié en portant le verre à ses lèvres. « Prenez votre temps, monsieur Girard. Racontez-moi tout depuis le début. » Thomas Girard respirait avec difficulté. La lumière de la lampe à pétrole projetait des ombres dansantes sur son visage, creusé par l'angoisse. « Je travaillais au château Rousselot depuis 6 ans. Je m'occupais de l'entretien des caves, les caves principales où on stocke les barriques pour le vieillissement normal. Mais il y a 3 mois, j'ai découvert quelque chose par accident. » Il s'arrêta, comme si les mots refusaient de sortir. Raveau attendit patiemment, son crayon prêt. « J'étais descendu dans les caves vers minuit. Monsieur Henri Rousselot m'avait demandé de vérifier l'humidité, car on avait eu beaucoup de pluie cette semaine-là. Les caves sont vastes, labyrinthiques. Il y a des tunnels qui datent du XVIIIe siècle, quand le château servait aussi de poste de contrebande. La plupart sont condamnés maintenant, murés. Du moins, c'est ce que je croyais. » Thomas but une gorgée d'eau, ses yeux fixés sur la table, comme s'il revoyait la scène. « J'ai entendu des voix. Ça venait d'une section que je pensais abandonner. Je me suis approché doucement. Il y avait de la lumière sous une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant, dissimulée derrière des tonneaux vides. La porte était entr'ouverte. J'ai regardé à l'intérieur et sa voix se brisa. Raveau se pencha en avant. « Qu'avez-vous vu, monsieur Girard ? » Une salle secrète, pas très grande, peut-être 4 mètres sur 5. Des étagères remplies de bouteilles et de fioles, contenant des liquides de couleurs étranges. Rouge sombre, vert presque noir, jaune trouble. Des balances de précision comme on en voit dans les pharmacies. Des carnets ouverts, couverts de formules chimiques. Et au centre de la pièce, monsieur Henri Rousselot et madame Marguerite penchés sur une table, mélangeant quelque chose dans un grand récipient en verre. Raveau écrivait rapidement. « Avez-vous pu voir ce qu'il faisait exactement ?» Madame Marguerite portait des gants en caoutchouc. Elle versait un liquide rouge foncé, goutte par goutte, dans un entonnoir relié à une bouteille de vin. Monsieur Henri lisait des chiffres dans un carnet. 3 gouttes par litre, pas plus. La dose doit être précise. Et madame Marguerite répondait, à cette concentration, l'effet sera optimal. Ils ne remarqueront rien, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le sang de Raveau se glaça. Avez-vous entendu de quoi il parlait ? Quel effet ? Non, monsieur l'inspecteur, j'ai eu tellement peur que j'ai reculé. Mais en reculant, j'ai heurté un tonneau. Le bruit résonne dans toute la cave.
Les voix se sont tues instantanément. J'ai entendu Monsieur Henry dire « Quelqu'un est là, va vérifier ». J'ai couru. Je suis remonté aussi vite que possible et je me suis caché dans les écuries. Je suis resté là jusqu'à l'aube. Qu'avez-vous fait après? Je suis retourné travailler comme si de rien n'était. Je pensais que peut-être il ne m'avait pas reconnu dans l'obscurité. Mais le soir même, Monsieur Édouard est venu me voir. Il avait l'air épuisé, désespéré même. Il m'a pris à part et m'a dit « Thomas, vous avez une famille. Vous avez 2 enfants. Je vous conseille de quitter le domaine immédiatement. Prenez vos affaires et partez cette nuit. Allez loin. Et ne parlez jamais de ce que vous avez vu. » Thomas tremblait maintenant de tout son corps. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a juste répété les 3 ouvriers qui ont disparu la semaine dernière. Ils avaient découvert la même chose que vous. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Puis il est parti en courant. Raveau posa son crayon. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une image beaucoup plus sinistre qu'il ne l'avait imaginée. Vous avez bien fait de venir me voir, monsieur Girard. Mais pourquoi avoir attendu 2 jours? Parce que j'avais peur, inspecteur. Peur pour ma vie, pour ma femme, pour mes enfants. J'ai emmené ma famille chez ma belle-sœur à Libourne. Je les ai mis en sécurité. Et ensuite, j'ai vu les journaux, l'article sur la dégustation empoisonnée. J'ai compris que ce que j'avais vu dans cette cave était lié aux gens qui étaient tombés malades. Je ne pouvais plus me taire. Si je restais silencieux, d'autres personnes pourraient mourir. Raveau se leva et serra fermement l'épaule de Thomas. « Vous êtes un homme courageux. Je vais vous placer sous protection policière. Vous et votre famille. Personne ne vous fera de mal. Mais j'ai besoin que vous me décriviez tout ce que vous avez vu dans cette salle avec le plus de détails possible. » Pendant l'heure qui suivit, Thomas Girard décrivit chaque élément de la salle secrète. Les étagères qui couraient le long de 3 murs. Les étiquettes sur certaines fioles, bien qu'il n'ait pas pu toutes lire. Une étiquette disait « arsenic, usage restreint ». Une autre « belladone, concentration 15%. » Une troisième « strychnine, dosage mortel 30 mg. » Raveau sentit son estomac se nouer. Ces substances étaient des poisons bien connus. L'arsenic inodore et presque sans goût était le poison préféré des empoisonneurs du XIXe siècle. La belladone, extraite de la plante Atropa belladonna, causait des hallucinations, de la confusion, des troubles cardiaques. La strychnine, un alcaloïde mortel, provoquait des convulsions terribles. Il y avait aussi des carnets, plusieurs, continua Thomas. L'un d'eux était ouvert. J'ai pu lire quelques lignes de loin. Il y avait des dates, des noms de cuvées et des annotations comme millésime 1875, formule A, résultat, euphorie, légère désorientation, dépendance observée après 3 consommations. Et une autre, millésime 1876, formule B, résultat, hallucination visuelle, augmentation de l'agressivité, retour à la normale après 6 heures. Raveau comprit immédiatement l'horreur de la situation. Les Rousselot ne se contentaient pas d'empoisonner leur vin par accident ou négligence. C'était délibéré, systématique. Ils expérimentaient avec différentes formules, différents dosages, observant les effets sur leurs clients comme on observerait des rats de laboratoire. « Ces carnets ?» demanda Raveau d'une voix tendue. « Ils contenaient d'autres informations, des noms de personnes ?»« Oui, inspecteur. J'ai vu une liste de noms avec des annotations à côté. Comte de Belmont, consommateur régulier depuis 1874, observé. Troubles du sommeil, nervosité accrue, dépendance forte. Madame Laforêt, achat fréquent. Observé, léthargie, perte d'appétit. Il y en avait au moins 20 noms comme ça. » Le silence qui suivit était lourd de significations terribles. Les Rousselot n'empoisonnaient pas seulement leurs clients lors d'événements ponctuels. Ils le faisaient depuis des années, suivant les effets à long terme, perfectionnant leurs formules. « Monsieur Girard, accepteriez-vous de nous guider jusqu'à cette salle secrète ? » « Oui, inspecteur, mais pas seul. Ces gens sont dangereux. Les 3 ouvriers disparus. » Raveau hocha la tête gravement. « Nous irons avec une équipe complète, et nous irons cette nuit avant qu'ils n'aient le temps de tout détruire. S'ils savent que vous êtes venu me voir, ils vont essayer d'effacer les preuves. » À 4 heures du matin, une dizaine de policiers se rassemblèrent discrètement à la préfecture. Raveau leur expliqua la situation avec précision. Ils allaient perquisitionner le château Rousselot, chercher les caves secrètes dont Thomas Girard avait parlé. Certains policiers semblaient sceptiques. Perquisitionner le domaine d'une des familles les plus influentes de Bordeaux sur la foi du témoignage d'un simple ouvrier, c'était risqué. Si Raveau se trompait, sa carrière serait terminée.
Mais Raveau n'avait jamais été du genre à reculer devant le danger ou les pressions sociales. Messieurs, nous ne cherchons pas seulement à résoudre une intoxication alimentaire. Nous parlons potentiellement d'empoisonnement systématique, d'expérimentations humaines illégales et de 3 meurtres. Si ce que M. Girard nous a dit est vrai, les Rousselot sont des criminels de la pire espèce. Nous devons agir maintenant. Les policiers hochèrent la tête. Ils respectaient Raveau. Ils savaient qu'ils ne les engageraient pas dans une opération comme celle-ci sans raison solide. À 5 heures du matin, alors que le soleil commençait à peine à teinter l'horizon de rose pâle, 3 fiacres se dirigèrent silencieusement vers le château Rousselot. Les chevaux avançaient au pas pour ne pas faire de bruit. Le domaine était endormi, aucune lumière visible aux fenêtres. Raveau donna des instructions précises. Groupe 1, vous sécurisez les entrées principales. Personne n'entre ni ne sort. Groupe 2, vous venez avec moi et M. Girard pour trouver les caves secrètes. Groupe 3, vous vous positionnez aux abords du domaine au cas où quelqu'un tenterait de fuir par les vignes. Les policiers se dispersèrent avec une efficacité militaire. Raveau, accompagné de 4 hommes et de Thomas Girard, s'approcha d'une porte latérale du château que Thomas connaissait. C'est par là que les ouvriers entrent quand ils travaillent tard. Elle n'est jamais verrouillée. Effectivement, la porte s'ouvrit sans résistance. Ils entrèrent dans un couloir étroit aux murs de pierre. L'air était frais, presque froid. Thomas les guida à travers un dédale de passage, descendant progressivement vers les caves. Le silence était oppressant, brisé seulement par le bruit de leurs pas et le crépitement des lampes à pétrole qu'ils portaient. Ils arrivèrent dans la cave principale, une vaste salle voûtée où des centaines de barriques étaient alignées. L'odeur du vin et du chêne flottait dans l'air. Thomas se dirigea vers le fond, là où des tonneaux vides étaient empilés contre un mur. « C'est ici, la porte est derrière ces tonneaux. » Les policiers déplacèrent rapidement les tonneaux, et là, comme Thomas l'avait décrit, une porte de bois sombre, presque invisible dans la pénombre, fermée par un simple loquet. Raveau prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Ce qu'il découvrit dépassait même ses pires craintes. La salle était exactement comme Thomas l'avait décrite, mais voir de ses propres yeux rendait tout encore plus réel, encore plus horrible. Les étagères remplies de fioles étiquetées avec des noms de poisons, les balances de précision, les carnets ouverts avec leurs formules et leurs observations méthodiques sur les effets des différents poisons sur des êtres humains. Un des policiers, le jeune Dubois qui n'avait que 23 ans, porta la main à sa bouche. « Mon Dieu, c'est un laboratoire d'empoisonneurs. » Raveau s'approcha de la table centrale. Plusieurs carnets étaient ouverts. Il commença à lire à voix haute pour que ces hommes puissent témoigner de ce qu'ils entendaient. Millésime 1877, formule C. Composition 20 Cabernet Sauvignon base, ajout de 2,55 ml d'extrait de belladone par litre, 0,1 ml de teinture d'opium, trace d'arsenic pour effet cumulatif. Objectif, tester la réaction à une dose plus concentrée lors d'un événement public. Résultats attendus, hallucination modérée, euphorie initiale suivie de malaise, possible vomissement dans les heures suivantes. Sujet d'observation, dégustation annuelle, 23 septembre 1878, 72 invités. Raveau referma le carnet, ses mains tremblèrent de colère. Ils ont délibérément empoisonné ces gens. Ils ont transformé leur dégustation en une expérience médicale sans leur consentement. Un autre policier, Moreau, examina les fioles. « Inspecteur, il y a assez de poison ici pour tuer 100 personnes. Prenez tout. Chaque fiole, chaque carnet, chaque document. Tout doit être saisi comme preuve. Et faites très attention, certains de ces produits sont mortels au simple contact. » Les policiers commencèrent à emballer soigneusement chaque élément. C'est à ce moment qu'ils entendirent un bruit au-dessus d'eux, des pas précipités. Quelqu'un s'était réveillé. Raveau se précipita vers l'escalier, suivi de 2 policiers. Ils remontèrent 4 à 4 et débouchèrent dans le hall principal du château juste à temps pour voir Édouard Rousselot, en vêtements de nuit, qui tentait de fuir vers la porte d'entrée. « Arrêtez! Police !» cria Raveau. Édouard se figea, se retourna lentement. Son visage était livide, ses yeux remplis de terreur. Dans la lumière grise de l'aube qui filtrait par les fenêtres, il ressemblait plus à un spectre qu'à un homme. « Monsieur Rousselot, vous êtes en état d'arrestation. » La voix de Raveau était calme mais ferme. « Non, vous ne comprenez pas. » La voix d'Édouard était brisée, désespérée. « Je voulais partir. Je voulais juste partir. » À cet instant, une voix froide retentit depuis le grand escalier. « Édouard, ne dis rien. »
Henri Rousselot descendait lentement les marches, vêtu d'une robe de chambre en soie bordeaux. Son visage n'exprimait aucune surprise, aucune peur, seulement une colère glaciale et calculatrice. Derrière lui, Marguerite Rousselot apparut, également en vêtements de nuit, ses cheveux gris défaits sur ses épaules. Son expression était indéchiffrable. « Inspecteur Raveau, j'espère que vous avez un mandat pour envahir ma propriété à cette heure. » Henri s'arrêta au bas de l'escalier, croisant les bras. Raveau sortit un document de sa poche. « J'ai un mandat de perquisition signé par le juge Beaufort. Et maintenant que nous avons découvert votre laboratoire secret, j'ai également des mandats d'arrêt pour vous trois. Henri Rousselot, Marguerite Rousselot et Édouard Rousselot. Vous êtes accusés d'empoisonnement, d'expérimentations illégales sur des êtres humains et de complicité de meurtre concernant la disparition de Marcel Fontaine, Jean-Baptiste Mercier et Auguste Lebrun. » Un silence absolu tomba sur le hall. Marguerite porta une main à sa gorge, mais ne dit rien. Henri resta immobile, ses yeux gris fixés sur Raveau avec une intensité presque hypnotique. Puis, de manière totalement inattendue, il éclata de rire. Un rire froid, sans joie, qui résonna sinistrement dans l'espace caverneux du hall. « Des accusations très graves, inspecteur. Basées sur quoi ? Le témoignage d'un ouvrier mécontent qui a probablement inventé tout ça pour se venger d'avoir été renvoyé, basé sur les preuves que nous avons trouvées dans votre laboratoire secret. Les fioles de poison, les carnets détaillant vos expériences, les listes de victimes avec leurs symptômes soigneusement notés. Tout est documenté, monsieur Rousselot, par vous-même. » Le sourire disparut du visage d'Henri. Pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude passa dans ses yeux. « Ces carnets, vous n'aviez pas le droit. J'avais tous les droits avec un mandat de perquisition. Et maintenant, ces carnets sont des preuves qui seront présentées devant un tribunal. » Marguerite descendit quelques marches, sa voix était douce mais tremblante. « Inspecteur, vous ne comprenez pas le contexte. Ce que nous faisions, c'était pour la science, pour faire progresser la connaissance médicale. » Raveau la regarda avec incrédulité. « La science ? Madame Rousselot, vous avez empoisonné des dizaines de personnes sans leur consentement. Vous les avez utilisées comme des cobayes. 3 hommes ont disparu et sont probablement morts parce qu'ils avaient découvert votre secret. Comment osez-vous appeler ça de la science ? » « Parce que c'est exactement ce que c'est. » La voix de Marguerite s'éleva soudainement, passionnée, presque fanatique. « Vous croyez que les grandes découvertes médicales se font sans sacrifice ? Mon père était médecin. Il m'a enseigné que la connaissance a un prix. Nous avons découvert des combinaisons de substances qui pourraient révolutionner la médecine, créer de nouveaux traitements. En tuant des innocents, Raveau ne contrôlait plus sa colère maintenant. Vous avez tué 3 hommes, et combien d'autres ont souffert à cause de vos expériences. C'est à ce moment qu'Édouard s'effondra, littéralement. Il tomba à genoux sur le sol de marbre, ses mains couvrant son visage, des sanglots déchirants, secouant tout son corps. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas. Je voulais arrêter, mais je ne pouvais pas. » Henri se tourna vers son fils avec un mépris glacial. « Édouard, contrôle-toi. Tu te ridiculises. » Mais Édouard ne pouvait plus s'arrêter. Les années de culpabilité, de secrets, de mensonges s'échappaient de lui comme un barrage qui cède. Ils sont morts à cause de nous, Marcel, Jean-Baptiste, Auguste. Ils sont morts et c'est notre faute. Je ne peux plus vivre avec ça. Raveau s'agenouilla à côté d'Édouard. « Où sont leurs corps ?» Édouard leva vers lui des yeux rougis par les larmes. « Dans les vignes, section nord-est, enterrés près du vieux puits abandonné. Mon père, il les a tués. Il a mis du poison dans leur vin pendant leur pause déjeuner. De la strychnine. Ils sont morts en convulsions. J'ai aidé à les enterrer. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Dieu me pardonne, j'ai aidé à les enterrer. » Henri traversa le hall en 2 enjambées rapides et gifla violemment son fils. Le bruit résonna comme un coup de fouet. « Imbécile, tu viens de condamner toute la famille. » Raveau se leva immédiatement, saisit Henri par le bras et le força à reculer. « Monsieur Rousselot, vous êtes en état d'arrestation. Un geste de plus et j'ajoute agression à la longue liste d'accusations contre vous. » 2 policiers s'avancèrent et passèrent des menottes à Henri, qui n'opposa aucune résistance mais continua à fixer son fils avec une haine pure. Marguerite fut également menottée, son visage maintenant vide de toute expression. Édouard se laissa passer les menottes sans réagir comme un automate. Les 3 membres de la famille Rousselot furent conduits au fiacre qui attendait dehors. Le soleil était maintenant complètement levé,
illuminant les vignes d'une lumière dorée ironiquement belle. Des domestiques commençaient à sortir de leur quartier, observant la scène avec stupéfaction. Pierre Dufour, le contremaître, courait vers Ravo. « Inspecteur, que se passe-t-il? Pourquoi arrêtez-vous la famille ?» Ravo le regarda avec gravité. « Monsieur Dufour, je vous conseille de rassembler tous les employés et de leur dire de ne toucher à aucune bouteille de vin du château jusqu'à nouvel ordre. Ce domaine est maintenant une scène de crime. Nous allons devoir saisir toutes les bouteilles pour analyse. » Pierre pâlit. « Toutes les bouteilles? Mais inspecteur, il y en a des milliers. Toutes, monsieur Dufour. Et nous allons également creuser dans la section nord-est de vos vignes. J'ai bien peur que ce domaine ne produira plus de vin pendant très longtemps. » Avant de partir, Ravo organisa une équipe pour sécuriser les caves et le laboratoire secret. Il donna également des instructions pour qu'on commence à chercher les corps des 3 ouvriers disparus. À 8 heures du matin, les Rousselot étaient enfermés dans des cellules séparées à la prison de Bordeaux. Les nouvelles se répandirent dans la ville avec une rapidité extraordinaire. Le château Rousselot, symbole de prestige depuis des générations, n'était plus qu'un nom synonyme d'horreur et de trahison. Les journaux publiaient des éditions spéciales. La petite Gironde titrait « Le château de l'horreur, les Rousselot arrêtés pour meurtre et empoisonnement systématique ». Le Nouvelliste de Bordeaux, 3 corps découverts dans les vignes maudites. L'affaire prenait une ampleur nationale. Des journalistes arrivaient de Paris, Lyon, Marseille. Le château Rousselot était assiégé par des curieux venus voir le château empoisonné. Les autorités durent poster des gardes pour empêcher les gens d'entrer sur la propriété. Le 27 septembre, 3 jours après les arrestations, l'équipe de police qui fouillait la section nord-est des vignes découvrit les corps. Marcel Fontaine, Jean-Baptiste Mercier et Auguste Lebrun enterrés dans une fosse peu profonde près du vieux puits. Le médecin légiste, Dr. Augustin Morel effectua les autopsies et confirma que tous 3 étaient morts par empoisonnement à la strychnine. Les corps présentent tous les signes classiques: rigidité cadavérique extrême, visage figé en grimace d'agonie, muscles contractés. La strychnine cause une mort terrible, inspecteur. Les victimes restent conscientes pendant que tous leurs muscles se contractent violemment. C'est l'une des morts les plus douloureuses qui existent. Ravo se sentit mal en imaginant les derniers moments de ces 3 hommes. Ils étaient simplement venus travailler pour gagner leur pain quotidien, et ils étaient morts dans d'horribles souffrances parce qu'ils avaient eu le malheur de découvrir un secret. Les interrogatoires commencèrent. Henri Rousselot refusa de parler. Assis dans sa cellule, il fixait le mur avec une expression vide, ne répondant à aucune question. Son avocat, maître Thibault Fontaine, un des plus réputés de Bordeaux, conseillait le silence complet. Marguerite Rousselot, en revanche, parlait. Beaucoup, mais ce qu'elle disait était encore plus troublant que son silence aurait pu l'être. « Vous appelez ça des crimes, inspecteur. Je les appelle des avancées. Savez-vous combien de vies pourraient être sauvées si mes recherches avaient été menées à leur terme? J'ai découvert des combinaisons de substances qui pourraient traiter les maladies mentales, soulager les douleurs chroniques, même peut-être guérir certaines formes de paralysie. Mais pour cela, il faut expérimenter. Il faut observer les effets sur des sujets humains. » Ravo écoutait, horrifié par le détachement clinique avec lequel elle parlait. Ces sujets humains, comme vous les appelez, étaient des personnes. Des êtres humains avec des familles, des rêves, des vies. Vous les avez traités comme des animaux de laboratoire. Et combien d'animaux ont été sacrifiés au nom de la science médicale? Combien de chiens, de rats, de lapins? La seule différence est que mes sujets étaient humains, ce qui rendait mes résultats infiniment plus précieux. Dans 100 ans, on se souviendra de mon travail comme d'une contribution majeure à la médecine. Dans 100 ans, Madame Rousselot, on se souviendra de vous comme d'une meurtrière et d'une folle. Le visage de Marguerite se durcit. Nous verrons bien, inspecteur. L'histoire juge différemment ceux qui osent repousser les limites du savoir. Mais c'est avec Édouard que Ravo fit les progrès les plus significatifs. Le jeune homme était brisé, prêt à tout avouer, désireux même de purger sa conscience du poids terrible qui l'écrasait depuis des années. Dans une petite salle d'interrogatoire aux murs gris, Édouard raconta toute l'histoire. Comment son père avait commencé les expériences vers 1870, pendant la guerre franco-prussienne, quand les affaires viticoles étaient difficiles. Comment Marguerite, avec ses connaissances en chimie acquises auprès de son père médecin, avait proposé de bonifier le vin avec des additifs qui créeraient une dépendance subtile chez les consommateurs. Au début, dit Édouard d'une voix monotone, c'était juste de petites quantités d'opium, assez pour créer une sensation agréable,
Une légère euphorie. Les clients aimaient notre vin, ils revenaient. Les ventes augmentaient. Mon père était satisfait. Puis ma mère a voulu aller plus loin. Elle a commencé à expérimenter avec d'autres substances, à observer les effets à long terme. Elle tenait des carnets détaillés sur chaque client régulier, notant les changements de comportement, de santé, d'humeur. « Et les 3 ouvriers ?» demanda doucement Ravo. « Pourquoi votre père les a-t-il tués ?» Ils avaient découvert le laboratoire, comme Thomas Girard. Mais contrairement à Thomas, ils ont confronté mon père. Marcel Fontaine était un homme de principe. Il a dit qu'il irait voir les autorités. Mon père a essayé de les acheter, de leur offrir de l'argent pour leur silence. Ils ont refusé. Alors, Édouard ferma les yeux. Alors mon père a dit qu'il n'avait pas le choix, qu'il mettait en danger toute la famille, tous les employés du domaine. Il a préparé leur déjeuner lui-même ce jour-là, du pain et du vin, empoisonné à la strychnine. Je ne savais rien jusqu'à ce qu'ils viennent me chercher cette nuit-là. Les 3 hommes étaient déjà morts, leurs corps tordus dans la remise. Mon père m'a dit « Aide-moi à les enterrer, ou tu seras complice de toute façon, autant protéger la famille. » J'étais en état de choc, je ne pouvais pas penser clairement. Alors j'ai aidé. Dieu me pardonne, j'ai aidé mon père à enterrer 3 hommes innocents. Des larmes coulaient sur le visage d'Édouard. Ravo lui tendit un mouchoir. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police après ?» Parce que j'étais lâche. Parce que j'avais peur. Peur de la prison, peur de détruire le nom de ma famille, peur de mon père. Il m'avait dit que si je parlais, il s'arrangerait pour que tout retombe sur moi, que j'apparaisse comme le seul responsable. J'étais piégé. J'ai commencé à boire pour oublier. J'ai pensé au suicide. Puis la dégustation du 23 septembre est arrivée. Mon père voulait tester une nouvelle formule plus concentrée. J'ai essayé de l'en dissuader, j'ai dit que c'était trop dangereux. Il ne m'a pas écouté. Quand les gens sont tombés malades, j'ai su que c'était fini, que tout allait être révélé. Une partie de moi était soulagée. Ravo posa son crayon et regarda longuement le jeune homme devant lui. Édouard Rousselot était à la fois victime et coupable. Manipulé par un père tyrannique, complice de crimes horribles, rongé par la culpabilité mais trop faible pour agir. « Votre témoignage sera crucial pour le procès », dit finalement Ravo. « Si vous coopérez pleinement, témoignez contre vos parents, le tribunal pourrait considérer les circonstances atténuantes. Je témoignerai. Je dirai tout. C'est le moins que je puisse faire pour Marcel, Jean-Baptiste et Auguste, et pour toutes les autres victimes. Je ne mérite aucune clémence, mais je veux au moins que la vérité soit connue. » Le procès des Rousselot commença le 15 novembre 1878 au palais de justice de Bordeaux. La salle d'audience était bondée au-delà de toute capacité raisonnable. Des gens faisaient la queue depuis l'aube pour avoir une place. Les journalistes occupaient une section entière, leurs crayons prêts à noter chaque mot prononcé. L'affaire avait captivé toute la France. On en parlait dans les salons parisiens, dans les cafés de Marseille, dans les boutiques de Lyon. Les Rousselot étaient devenus le symbole d'une noblesse corrompue, prête à tout pour maintenir sa richesse et son statut social, même sacrifier des vies innocentes. Le président du tribunal, le juge Armand Dubois, était un homme de 65 ans à la réputation d'intégrité absolue. Il ouvrit la session d'une voix grave qui imposa immédiatement le silence. « Nous sommes ici pour juger Henri Rousselot, Marguerite Rousselot et Édouard Rousselot, accusés de meurtre, empoisonnement, expérimentations illégales sur des êtres humains et mise en danger de la vie d'autrui. Les charges sont graves et nombreuses. Ce procès établira les faits et rendra justice. » Les 3 accusés entrèrent, escortés par des gendarmes. Henri marchait la tête haute, le visage impassible, comme s'il assistait à un événement mondain plutôt qu'à son propre procès. Marguerite semblait distante, perdue dans ses pensées. Édouard était voûté, les épaules affaissées, regardant constamment le sol. Le procureur, maître Jules Renard, était un homme dans la quarantaine, connu pour son éloquence et sa passion pour la justice. Il commença son réquisitoire d'une voix qui résonnait dans toute la salle. « Messieurs les jurés, l'affaire que nous examinons aujourd'hui est sans précédent dans l'histoire judiciaire de notre région. Les accusés que vous voyez devant vous ne sont pas des criminels ordinaires poussés par la passion ou la pauvreté. Ce sont des individus éduqués, privilégiés, qui ont sciemment et méthodiquement transformé leur domaine viticole en un laboratoire de l'horreur. » Il s'interrompit, laissant ces mots faire leur effet. Pendant près de 8 ans, les Rousselot ont empoisonné leur vin avec diverses substances toxiques. Non par accident, non par négligence, mais délibérément, systématiquement, en documentant soigneusement les résultats de leurs expériences sur des êtres humains sans défense
qui ne savait pas qu'il servait de cobaye. Maître Renard présenta ensuite les preuves, une à une. Les carnets saisis dans le laboratoire secret furent lus à haute voix. La salle écoutait dans un silence horrifié, pendant que le procureur décrivait les différentes formules testées, les effets observés, les annotations cliniques sur les souffrances des victimes. Écoutez ceci, messieurs les jurés. Sujet 23. Monsieur D, 52 ans. Consommation régulière depuis 3 ans. Observation. Tremblement des mains. Insomnie chronique. Irritabilité accrue. Demande de plus en plus fréquente de nos produits. Conclusion. Dépendance établie avec succès. La voix du procureur tremblait d'indignation. Ils ont créé délibérément des addictions chez leurs clients pour augmenter leurs ventes. Ils ont détruit des vies pour le profit. Les témoignages commencèrent. Le docteur Bertrand, qui avait traité les victimes de la dégustation empoisonnée, décrivit leurs symptômes avec précision médicale. Certains patients présentaient des hallucinations si intenses qu'ils ne reconnaissaient plus leur propre famille. Une femme hurlait qu'elle voyait des serpents sortir des murs. Un homme était convaincu qu'il était en train de mourir, encore et encore, dans une boucle infinie de terreur. Thomas Girard témoigna ensuite, racontant sa découverte du laboratoire secret. Sa voix tremblait, mais il resta ferme, pointant du doigt Henri Rousselot. Cet homme m'a fait comprendre, à travers son fils, que je serais le prochain à disparaître si je ne fuyais pas. Les 3 ouvriers avant moi n'avaient pas eu cette chance. Le moment le plus dramatique arriva, quand Édouard fut appelé à la barre. Un murmure parcourut la salle. Un fils témoignant contre ses propres parents était quelque chose de rare, presque scandaleux dans la société du XIXe siècle, où l'autorité patriarcale était sacrée. Édouard s'avança lentement, comme un condamné marchant vers la guillotine. Il prêta serment d'une voix à peine audible. Le procureur l'interrogea avec une certaine douceur, comprenant la difficulté de la situation. « Monsieur Rousselot, expliquez à la cour comment vous avez été impliqué dans les activités criminelles de votre famille. » Édouard prit une profonde inspiration. Puis, pendant plus de 2 heures, il raconta tout. Sa découverte du secret familial à son retour de Paris, les pressions et manipulations de son père, sa participation forcée aux expériences. La nuit terrible où il avait aidé à enterrer 3 hommes. Plusieurs femmes dans l'assistance pleuraient ouvertement. Même certains jurés semblaient émus. Mais Henri Rousselot resta de marbre, fixant son fils avec des yeux qui brûlaient de mépris. Quand Édouard termina son témoignage, le procureur posa une dernière question. « Pourquoi témoignez-vous contre vos parents aujourd'hui ?»« Parce que le silence fait de moi leur complice. Parce que Marcel Fontaine, Jean-Baptiste Mercier et Auguste Lebrun méritent que la vérité soit connue. Parce que toutes les personnes qui ont souffert à cause de notre vin méritent justice. Et parce que... » Sa voix se brisa. « Et parce que je ne peux plus vivre avec ce poids. Si je dois aller en prison pour mes crimes, que ce soit au moins après avoir dit la vérité. » L'avocat de la défense, Maître Fontaine, tenta vaillamment de limiter les dégâts. Il plaida que les expériences de Marguerite étaient motivées par des intentions scientifiques, aussi mal guidées fussent-elles. Il suggéra qu'Henri avait agi pour protéger sa famille de la ruine financière. Il demanda la clémence pour Édouard, clairement manipulé et tourmenté. Mais les preuves étaient accablantes. Les carnets, les fioles de poison, les corps des 3 ouvriers, les témoignages des victimes de la dégustation, tout formait un tableau irréfutable de culpabilité. Le procès dura 3 semaines. Chaque jour apportait de nouvelles révélations horrifiantes. On découvrit que les Rousselot avaient vendu leur vin empoisonné à des clients dans toute l'Europe. Des enquêtes furent lancées en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, pour identifier d'éventuelles victimes supplémentaires. Le 5 décembre 1878, après 2 jours de délibération, le jury revint avec son verdict. La tension dans la salle d'audience était palpable. On aurait pu entendre une épingle tomber. Le président du jury, un négociant respecté nommé Charles Moreau, se leva et lut d'une voix solennelle « Concernant Henri Rousselot, coupable de 3 chefs de meurtre avec préméditation, coupable d'empoisonnement massif, coupable d'expérimentation illégale, nous recommandons la peine capitale. » Un frisson parcourut l'assistance. Henri ne sia pas. Concernant Marguerite Rousselot, coupable de complicité de meurtre, coupable d'empoisonnement, coupable d'expérimentations illégales. Nous recommandons la prison à perpétuité. Marguerite ferma simplement les yeux. Concernant Édouard Rousselot, coupable de complicité dans la dissimulation de meurtre, coupable de complicité d'empoisonnement,
Compte tenu des circonstances atténuantes et de sa coopération avec la justice, nous recommandons une peine de 20 ans de prison. Édouard s'affaissa sur sa chaise, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Le juge Dubois accepta les recommandations du jury. Henri Rousselot fut condamné à mort par guillotine. Marguerite Rousselot à la prison à perpétuité. Édouard Rousselot à 20 ans de travaux forcés. En entendant la sentence, Henri se leva et fit face au juge. Pour la première fois depuis le début du procès, il parla d'une voix forte et claire. « Vous me condamnez, mais l'histoire me jugera différemment. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma famille, pour notre survie. Dans ce monde, seuls les forts survivent. Les faibles périssent. C'est la loi de la nature. » Le juge Dubois le regarda avec dégoût. « Monsieur Rousselot, vous avez tué 3 hommes innocents et empoisonné des dizaines d'autres. Vous avez transformé votre domaine en chambre de torture. Vous avez trahi la confiance de tous ceux qui connaissaient votre nom. L'histoire vous jugera comme ce que vous êtes. Un monstre. Que Dieu ait pitié de votre âme, car ce tribunal n'en a pas. » Henri Rousselot fut transféré à la prison de la Grande Requête à Paris, où les condamnés à mort attendèrent leur exécution. Il passa ses derniers jours à écrire des lettres que personne ne voulait recevoir, protestant de son innocence, accusant le système judiciaire de l'avoir persécuté par jalousie. Le 15 janvier 1879, par une froide matinée d'hiver, Henri Rousselot monta à la guillotine place de la Roquette. Selon les témoins, il marcha d'un pas ferme, refusant les services de l'aumônier. Ses derniers mots avant que la lame ne tombe furent « Je ne regrette rien ». Le bourreau Charles-Henri Sanson nota plus tard dans son journal que rarement il avait vu un condamné aussi dépourvu de remords. Cet homme est allé à la mort comme d'autres vont à un rendez-vous d'affaires, froid et calculateur jusqu'à la fin. Marguerite Rousselot fut transférée à la maison centrale de Rennes, une prison pour femmes. Là, isolée du monde, elle continua ses recherches, écrivant des traités sur la pharmacologie et la chimie médicale que personne ne publierait jamais. Elle mourut en 1891, à l'âge de 65 ans, d'une pneumonie. Jusqu'à son dernier souffle, elle maintint que ses expériences auraient pu révolutionner la médecine, si seulement on lui avait permis de continuer. Le gardien-chef de la prison de Rennes écrivit dans son rapport final « La prisonnière Rousselot n'a jamais exprimé le moindre regret pour ses victimes. Elle parlait d'elle comme de données statistiques. Une femme brillante, certes, mais dénuée de toute humanité. » Édouard Rousselot fut envoyé au bagne de Cayenne en Guyane française, où les conditions étaient brutales. Là-bas, parmi les criminels les plus endurcis de France, il trouva une forme étrange de rédemption. Il utilisa ses connaissances en agriculture pour aider à cultiver des jardins qui améliorèrent la nutrition des prisonniers. Il enseigna à lire aux illettrés. Il écrivit des lettres pour ceux qui ne savaient pas écrire. En 1888, après 10 ans de bagne, sa peine fut commuée en raison de sa bonne conduite. Il fut libéré mais ne put jamais retourner en France métropolitaine. Il s'installa à Cayenne, où il ouvrit une petite école pour les enfants des colons. Il ne se maria jamais. Il ne produisit jamais de vin. Il vécut simplement modestement, essayant chaque jour d'expier ses péchés. En 1903, à l'âge de 53 ans, il mourut de fièvre jaune. Ses derniers mots, selon le prêtre qui l'assista, furent « Dites-leur que je suis désolé. Dites à tous ceux que nous avons blessés que je suis désolé. » Le père Michel, qui l'avait accompagné, écrivit plus tard « Édouard Rousselot était un homme brisé qui avait passé la moitié de sa vie à essayer de réparer ce que l'autre moitié avait détruit. Je crois qu'il a trouvé à la fin une certaine paix. » Le château Rousselot fut saisi par l'État français et mis aux enchères en 1879. Personne ne voulait l'acheter. Le nom Rousselot était devenu synonyme de poison et de mort. Les vignes, autrefois si précieuses, furent abandonnées. Les bâtiments tombèrent progressivement en ruine. Les gens de la région évitaient l'endroit, racontant que les fantômes des victimes hantaient les caves. Les enfants étaient avertis de ne jamais s'approcher du château empoisonné. Pendant des décennies, le domaine resta abandonné, un monument silencieux à l'avidité et à la cruauté humaine. En 1923, un promoteur immobilier de Paris acheta finalement la propriété pour une somme dérisoire. Il fit démolir les bâtiments principaux et construire à la place un ensemble d'appartements modernes. Les caves furent scellées avec du béton. Les vignes furent arrachées et remplacées par des jardins publics. Aujourd'hui, il ne reste presque aucune trace du château Rousselot. Une petite plaque commémorative, installée en 1978 pour le centenaire de l'affaire,
se trouve dans le parc public qui occupe maintenant l'emplacement. Elle dit simplement « À la mémoire de Marcel Fontaine, Jean-Baptiste Mercier, Auguste Lebrun et toutes les victimes de l'affaire Rousselot, que leur souffrance nous rappelle les dangers de l'ambition sans éthique. » 1878. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée. En 2018, 140 ans après les événements, une équipe de chercheurs de l'Université de Bordeaux a obtenu la permission d'accéder aux archives judiciaires complètes de l'affaire Rousselot. Ce qu'ils ont découvert a choqué même ceux qui connaissaient l'histoire. Les carnets de Marguerite Rousselot, conservés comme preuve, contenaient des informations qui, ironiquement, se sont révélées scientifiquement précieuses. Ces observations méticuleuses sur les effets de diverses substances chimiques, bien qu'obtenues par des moyens criminels, ont aidé les toxicologues modernes à mieux comprendre certains mécanismes d'empoisonnement et à développer de meilleurs antidotes. Le professeur Claire Dubois, qui dirigeait l'équipe de recherche, a déclaré « C'est profondément troublant. Les Rousselot étaient des monstres, sans aucun doute. Mais leurs carnets contiennent des données que nous ne pourrions jamais obtenir éthiquement aujourd'hui. Cela nous force à confronter une question difficile. Comment devons-nous traiter les connaissances acquises par des moyens immoraux ? Cette question n'a toujours pas de réponse facile. En 2019, un descendant lointain de Marcel Fontaine, l'un des 3 ouvriers assassinés, a intenté une action en justice pour que les carnets de Marguerite Rousselot soient détruits plutôt que conservés pour la recherche. « Mon arrière-arrière-grand-père est mort dans d'horribles souffrances », a-t-il déclaré. Utiliser les résultats de son meurtre pour la science, c'est le tuer une seconde fois. Certaines connaissances ont un prix trop élevé. Le débat continue encore aujourd'hui dans les cercles académiques et éthiques. L'affaire Rousselot, même 143 ans plus tard, continue de poser des questions difficiles sur la science, l'éthique, la justice et la mémoire. Dans les vignobles de Bordeaux, le nom Rousselot n'est plus jamais prononcé. Les viticulteurs, fiers de leur tradition et de leur réputation, ont effacé cette tache de leur histoire. Mais ceux qui connaissent le passé savent qu'elle est toujours là, enterrée comme les victimes, attendant qu'on se souvienne. Car c'est là la véritable leçon de cette histoire. Non pas que le mal existe, nous le savons tous, mais que le mal peut se cacher derrière l'élégance, derrière la respectabilité, derrière les murs de pierre d'un château et les étiquettes dorées de bouteilles prestigieuses, que l'ambition sans conscience peut transformer même les lieux les plus beaux en chambres d'horreur, et que le prix de notre vigilance, de notre éthique, de notre humanité doit être payé chaque jour, dans chaque décision, dans chaque action. Car si nous oublions, si nous cessons d'être vigilants, l'histoire pourrait bien se répéter, pas exactement de la même manière, pas dans les mêmes circonstances. Mais l'essence serait la même, des êtres humains traités comme des objets, des vies sacrifiées sur l'autel de l'ambition, la cruauté rationalisée par l'intérêt personnel. Le château Rousselot n'existe plus. Mais son ombre plane toujours, nous rappelant ce que nous pouvons devenir quand nous perdons notre humanité. Et c'est peut-être la raison pour laquelle cette histoire doit être racontée encore et encore, à chaque génération, non pas pour choquer ou horrifier, bien que ce soit inévitable, mais pour nous souvenir, pour honorer les victimes, et pour nous assurer que plus jamais, jamais nous ne permettrons que de telles horreurs se reproduisent dans le silence et l'ombre. Bordeaux, 1878. Une année qui devrait être rappelée non pas pour ses vins, mais pour ses victimes, et pour les leçons que nous devrions, mais n'apprenons souvent pas, de l'histoire.